On fait le bilan de l'Euro avec notre ami Benoît Lavoie d'EspaceSoccer.com, la référence du soccer au sélectionneur. Salut Benoît. Salut Danny, Et bonjour encore une Nicolas. fois, notre invité de marque pour cet Euro-là, Nicolas Cougo de RMC France, RMC Sport également de France Football. Salut Nicolas. Salut Denis, salut Benoît. Donc, messieurs, d'abord, on va commencer avec Nicolas. L'Euro, donc l'Italie qui a remporté la victoire hier. L'Angleterre n'avait pas gagné de titre depuis 1966. Ça devrait attendre encore une fois. Voilà, ça va attendre encore un peu. Non, on va pas dire que je suis assez content, mais non, ils vont attendre encore un peu. D'un autre côté, si on revient sur le match, on n'a pas la sensation qu'ils aient fait grand-chose pour essayer d'aller la gagner. Ce premier championnat d'Europe, parce qu'ils ne l'ont jamais gagné, hein, leur seul titre, c'est une Coupe du Monde. Donc voilà, c'est. Ils ont une étiquette de perdant, ils ont une étiquette de loser. Et Benoît, ce matin, avant de rentrer en ondes, me disait quelle mauvaise décision des trois tireurs pas en fusillade, c'est un thème de hockey, là, mais en tir de barrage. Ah, c'est terrible. Parce qu'en plus, on a vu la séquence avant les tirs au but. Donc, on sait que c'est Gareth Southgate qui a désigné les tireurs. Ce n'est pas les tireurs qui se sont autodésignés. Puisqu'on le voyait à la fin du match, là, dès que ça a été sifflé, on le voyait en train de remplir la fiche avec ses adjoints. Il y a eu des mauvais choix pendant le match, on pourra y revenir. Mais alors, le choix des trois gamins, d'aller sacrifier les trois gamins sur une séance de tir au but à Wembley devant 50 000 Anglais, quand on n'a jamais gagné le championnat d'Europe et qu'on attend un titre international depuis plus de 50 ans, c'est terrible. Est-ce qu'en Angleterre, on en parle ce matin? J'ai pas vu toutes les unes de la presse. J'ai vu quelques unes hier soir de différents tabloïds. Ça faisait pas la une à ce moment-là, mais j'imagine que dans les débriefs de rencontres, il va en être beaucoup question. Les joueurs prennent très très cher. Malheureusement, il y a des débordements terribles. On voit passer ça, il y a des débordements notamment à connotation, même plus qu'à connotation extrêmement raciste, dont sont victimes des joueurs comme Rashford, parce que c'est pareil, hein, c'est trois joueurs de couleur, donc forcément quand il s'agit d'attiser la haine, les racistes ne sont jamais très loin. Donc là, les joueurs prennent très très cher. Malheureusement, c'est terrible. Et c'est aussi pour cela que la décision de Southgate est terrible. Et c'est aussi pour cela que ce choix est quand même incroyable, parce que en plus, enfin, je veux dire, Rashford et Sancho n'ont pas joué. Ils sont entrés à 30 secondes. Ils n'ont même pas touché un ballon du match. Et voilà, ils ont été sacrifiés par Southgate. Je ne sais pas si il va y avoir ensuite, hein, parce que là, pour l'instant, tout le monde est encore un peu dans l'émotion, mais je pense qu'il va y avoir aussi après l'analyse avec un peu de recul. Je ne sais pas si Southgate va pouvoir résister jusqu'à la Coupe du Monde. C'est dur pour la pression des joueurs aussi, pour la suite de la carrière. Moi, je m'imagine un peu ce que ça va faire pour eux autres. 19 ans, puis ils vont avoir ça. Là, dans l'histoire du sport, il y a eu des moments marquants. Là, peu importe, Gretzky qui s'est fait à Nagano et ainsi de suite, mais ça, on va en parler. Ça, c'est du sport nord-américain, Benoît, fait qu'on n'est pas en mesure, peut-être, Nicolas, peut-être n'est pas en mesure de tout comprendre. Benoît, si on parlait un peu du côté du match. Et moi, j'étais sûr que quand ils ont marqué le premier but à la troisième minute, que ça allait antiser, ça allait donner le ton au match. Ça n'a pas été le cas, dans le fond. Là. Ben, la première demi, quand même, un peu anglaise, malgré le constat l'ensemble du match. Les Italiens sont arrivés en deuxième mi-temps. Les Anglais ont continué après le premier but. Là. On pensait qu'on allait chercher un deuxième but. Deuxième mi-temps, les Italiens, il a dû avoir un bon debriefing là, à la mi-temps de l'entraîneur. Et puis là, on a vu les Italiens prendre le contrôle au lieu de se replier défensivement. On est allé vers l'avant. Écoute, quand on regarde la possession, ce que j'ai pu lire, 61 % de possession pour l'Italie, quand même, dans l'ensemble du match global. Oui, ce que Nicolas a mentionné, les changements, puis Sancho a été demandé beaucoup lors de cette Coupe. Il n'a pas joué, il n'a pas eu de temps de jeu beaucoup pendant la Coupe au complet. On dit que c'est une future star de la planète foot. Ce gars-là aurait pu avoir au moins un début de prolongation, une fin de match, pas à la 126. C'était incompréhensible. Est-ce que dans les entraînements, on avait fait des séances de tir au but spécifiques pour arriver, puis on avait déterminé que c'était ces joueurs-là qui réussissaient le mieux en période d'entraînement. Mais en période d'entraînement, puis à la finale de l'Euro, on est là, on est devant le fait accompli, on est en train de faire la vraie séance de tir.
plus la même chose. C'est plus la même game, mais pas du tout. Donc, vraiment un choix. Puis l'histoire de racisme, c'est vraiment décevant de voir ça. Hein? Mais je veux dire, on a quand même Sterling, qui est un noir aussi. C'est le gros joueur de l'Angleterre, à mon avis, avec Kane pendant la Coupe. Moi, j'ai bien aimé le défenseur central aussi. Là, son nom m'échappe, là, que j'ai trouvé Nicolas, le défenseur. Lequel? Maguire. Maguire, oui, j'ai bien aimé son jeu, vraiment. Les Stones, enfin, ils étaient deux, là. Il y avait Maguire et Stones. C'est ça. Mais Maguire, moi, il m'a surpris tout au long de la Coupe. C'est couper les jeux. J'aimais bien son jeu. Mais malgré tout ça, Danny, je crois que l'Angleterre, quand tu regardes la jeunesse, les joueurs qu'ils ont, demi-finale en Russie, défaite là, à un moment donné, Qatar 2022, ils vont être très intéressants quand même comme sélection, avec peut-être un changement de sélectionneur à voir. Même si la Coupe du Monde est dès l'an prochain? Ben, je pense que oui. C'est une équipe qu'on doit à Nicolas. Non, mais je te parle, moi, du sélectionneur qui devrait être changé. Je ne sais pas. Nicolas. Ouais. C'est difficile. Il va être forcément discuté. Franchement, on le voit. On connaît le potentiel de cette équipe. Il suffit d'égrener les noms, de voir où il joue. Et comme Benoît le disait, un garçon comme Sancho qui n'entre pas dans une telle finale, mais on peut dire même ça sur les tours précédents. Alors, les tours précédents, ça a fini par passer. Le souci, c'est que l'Angleterre s'en est remise uniquement à Sterling, qui a fait un énorme Euro, mais le seul joueur déséquilibrant qu'ils avaient offensivement, c'était Sterling. Et quand l'Italie prend la contrôle du ballon, parce que tu disais 60%, 61% de possession, c'est sur le match, parce qu'en deuxième mi-temps, il y a un moment où on est à 75% ou 80%, je crois, pour l'Italie. C'est dramatique pour l'Angleterre. Et il n'y a rien pour aller faire reculer le bloc italien. Il n'y a pas un joueur qui va permettre d'aller prendre le ballon et de l'emmener de l'autre côté. Il y a plein de choix comme ça. On parle de Sancho, mais même on peut parler de Grealish, qui à chaque fois qu'il est entré et qui, dans son profil, est un joueur qui, lui, va venir faire monter le bloc, va casser des lignes balle au pied. Grealish entre trop tard. Il y a une flopée de changements. Le cas Henderson, c'est incroyable. Il entre et il sort avant la séance de tir au but. Ce garçon, il est juste capitaine de Liverpool. Ouais. Je veux dire, au niveau expérience, s'il faut être solide, s'il faut être suffisamment costaud pour aller prendre part à une séance de tir au but, non mais bon sang, c'est le capitaine de Liverpool. Ah oui, lui, il va la prendre, la pression, sans problème. Tu y vas avec tes vétérans, surtout une pression comme ça, avec 3 gars de 19 ans. Mais des fois, c'est bizarre comment on réagit. Hein. Mais je veux dire, tu sais, Danny, Nicolas, malgré, on parle des Anglais, mais depuis le début de la Coupe, chapeau aux Italiens avec la chimie d'équipe, la chimie de groupe, pas d'attaquants, de stars de la planète foot. Je veux dire, oui, des bons éléments, de bons joueurs, mais je veux dire, chapeau cette équipe qui a fait tourner le ballon, qui a fait rouler le ballon vraiment, avec l'absence de Spinazzola aussi. Il manquait quand même un bon élément là, pour la finale, la demi aussi, je crois. Mais il faut lever notre chapeau aux Italiens qui reviennent de loin avec l'absence de 2018. Donc, moi, je dis chapeau aux Italiens. Puis, ils ont joué surtout. Ils ont joué surtout. Ils ont gagné parce qu'ils ont joué. Ils ont joué tout du long. Il n'y a qu'un seul match où, entre guillemets, ils n'ont pas joué, mais ce n'est pas leur choix, c'est qu'ils ont dû subir. C'était face à l'Espagne. Et ils ont su subir face à l'Espagne. Mais si on regarde tout leur parcours sur la compète, si on regarde même avant les éliminatoires, la Nations League, c'est une équipe. Mancini a fait un travail incroyable avec cette équipe-là. Là, on est rendu à quoi, 33 matchs en défaite? Il en est à 34 maintenant. 34, et voilà, il a construit quelque chose d'incroyable. Tu dis, il n'y a pas de star. On a des joueurs qui commencent à se révéler. Federico Chiesa a été monstrueux sur cet Euro. Et en plus, tu vois, tu soulignais par exemple l'absence de Spinazzola pour la fin du tournoi, qui était l'élément clé dans les couloirs. C'était une faiblesse, entre guillemets, si on doit chercher des petits points faibles de cette équipe italienne. Les couloirs, c'était une faiblesse. Et l'Angleterre avait les armes pour venir appuyer sur ce point faible. Et elle ne l'a pas fait. Ouais. Mon coup de cœur, le Danemark. Le Danemark qui a été quand même, écoute, c'est une équipe résiliente. C'est une équipe qui a montré beaucoup de résilience lors de cet Euro-là. Le joueur qui a été qui a été tendu, qui est parti par la suite. C'est une équipe qui aurait pu se laisser abattre, mais non. Ils ont poussé l'Angleterre en prolongation. C'est une petite équipe. C'est un coup de cœur, ça. Ce match-là, tu en parles un petit peu. Écoute, là, on peut y revenir un petit peu. Là. Ouais. On a parlé de Sterling. Ça a été très, très, très mitigé, cette histoire-là de pénalité, appelée ou pas. Là, comment ça fait que l'arbitre n'est pas ouvert? Oui, ça doit parler dans ses oreilles, mais
Et moi, j'ai été un peu, quand tu revois au ralenti, un peu touché. Tu sais, le match se bascule là-dessus. Là. Oui, c'est pas évident. Là. Sterling, hier encore, c'est arrivé. Là, c'est arrivé ce moment-là. Y avait-tu pénalty là-dessus ou pas? Je reviens un peu rapidement à Cellini aussi, son carton jaune. Il a pogné le gilet. C'était limite carton rouge, je ne sais pas, là, mais c'était limite fin de match. Je ne sais pas si c'est le nom qui a fait en sorte qu'on ne lui a pas décerné, mais c'était limite carton rouge. Mais en tout cas, pour les Danois, Danny, oui, l'équipe Cendrillon de la compétition, à mon avis, puis décevant de terminer comme ça, mais que veux-tu, là? Rendu là, l'arbitrage, le VAR, Nicolas, je ne sais pas comment il voit ça de son côté, là. Ah, ça a été très discuté, hein, le penalty anglais face au Danemark. Hein, la plus ou moins intervention du VAR, on ne sait pas trop. Apparemment, ça a été vérifié. Mais bon, voilà, on a tous vu les ralentis. On s'est tous fait une idée là-dessus. Mais c'est pas forcément évident, pour dire les choses poliment, pour être diplomate, on va dire. Mais c'est vrai que ouais, le Danemark, ils ont eu cette résilience et puis ils ont été surtout animés par cela. Et aussi, si on regarde sur le terrain, c'est une équipe qui a joué. Et c'est aussi un des enseignements de cet Euro, c'est-à-dire que les équipes qui ont cherché à jouer sont allées loin. Enfin bon, l'Angleterre est un peu à part, hein, parce que je trouve que l'Angleterre est peut-être l'une des équipes qui a le moins cherché à jouer. Mais voilà, Danemark, c'est comme l'Italie, il y avait une idée de jeu, il y avait quelque chose de très très clairement affiché. L'Espagne a essayé de jouer aussi. Voilà, donc c'est des surprises, oui et non, en fait, au final. Ouais. OK, déception, évidemment, on peut parler de la France. On s'est décanté un peu depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, Nicolas, en France. Est-ce qu'on commence, la poussière à tomber? Est-ce qu'on commence à voir ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a des changements qui risquent de s'imposer pour la Coupe du Monde? Ou c'est, ouais, ça. Je sais que Didier Deschamps était confirmé, reconfirmé. Donc, est-ce que là-dessus, qu'est-ce que l'analyse qu'on en fait? La poussière tombée, c'est la déception de l'Euro. Ouais, c'est la déception. Après, Deschamps a été confirmé. Il était franchement pas en danger puisqu'il avait été confirmé même avant l'épreuve. Ouais. Mais bon, c'est bien, entre guillemets, que la fédération le dise clair et net. Ça évite 10 jours de débat supplémentaires. C'est très bien. De toute façon, je vais te dire, Deschamps, il était discuté par une certaine partie de la presse, du public et tout. C'est ce qu'on disait l'autre jour, même en étant champion du monde. Donc voilà, on a ce côté romantique en France. Hein. Il faudrait qu'on gagne en développant le plus beau jeu du monde. Et c'est pareil, on regarde le potentiel, on se dit non, c'est pas possible, on peut pas sauter comme on a sauté aussi vite entre guillemets dans l'épreuve et encore moins face à la Suisse. Donc c'est pas forcément complètement digéré, c'est pas encore complètement analysé. Je ne sais pas si ça le sera vraiment parce que c'est toujours assez passionné et passionnel tout ce qui se passe autour de l'équipe de France. Mais voilà, on va repartir avec les mêmes pour la Coupe du Monde. Il y aura peut-être des changements au niveau des joueurs, mais si tu veux, sur la philosophie, sur l'idée générale, sur le staff et sur les grands noms, ils seront tous là. Hein. C'est bon, faire une série Netflix avec l'équipe de la France. Moi, ce serait bon, ce serait excellent. Là, on a quelques bons acteurs en plus. Oui, moi, Danny, la France, que j'ai comme commentaire, c'est leçon d'humilité. En tout cas, je l'avais dit, je suis encore dans cet esprit-là. Là. Les Mbappé, les joueurs. Regardez-vous, là, les Pogba, vous êtes tous des excellents joueurs sur le foot mondial. Maintenant, cette défaite-là, c'est un peu relié à ça, je crois. Là. Puis Nicolas l'avait mentionné, on a fait un souvenir dans notre dernière chronique ensemble en 2002. Là. La suite de la Coupe du Monde 2002. C'est un parallèle un peu qui a une bonne ressemblance, en tout cas, à mon avis. Okay. Bon, Copa América, je suis content. L'argent, enfin, Lionel Messi a son titre, va être considéré comme il manquait ça. Aller battre le Brésil au Brésil, c'est pas facile non plus, même s'il n'y a pas de foule. Il y avait quoi, 10% de la foule à peu près? Ouais, il y avait 2200 spectateurs de chaque camp. Donc, on ne peut pas parler vraiment de terrain hostile et ainsi de suite, mais c'est quand même fait. Donc, Messi qui a remporté son titre, quoi dire de plus là-dessus? Nicolas? Sur le match, que l'Argentine a fait preuve d'une maîtrise qu'elle n'a jamais eue sur la compétition. Ce que je veux dire, durant tout le match, j'avais déjà évoqué que l'Argentine, il fallait qu'elle apprenne à comprendre qu'un match dure plus d'une demi-heure. Là, elle a totalement maîtrisé le Brésil, mais totalement, de bout en bout, tactiquement. Il y a eu des joueurs qui ont forcément émergé. Je pense à Rodrigo De Paul qui a été exceptionnel sur cette finale et qui était déjà exceptionnel avant, mais là, il a été encore plus exceptionnel. Bon, ils ont attribué le titre d'homme du match à Angel Di Maria, qui a fait un très grand match, mais bon, voilà, si je devais en choisir un,
Mais ce n'est pas une victoire anodine parce que déjà, c'est en face, c'est le Brésil. On connaît la rivalité Argentine-Brésil. Et parce que surtout, c'est au Brésil, tu l'as dit, c'est au Maracana. La dernière fois que c'est arrivé que le Brésil perde au Maracana, c'est 1950. Donc, c'est sûr que la foule, il n'y avait pas de foule. Là, il n'y a pas de foule, mais quand même. Et le Brésil n'avait jamais perdu une Copa América qu'il organise. Donc voilà, c'est très, très solide ce qu'a fait l'Argentine. Nicolas, juste question, la défaite contre l'Allemagne, c'était-tu au Maracana, la Coupe du Monde? Là, tu parlais de la Copa América probablement aussi? C'était au Mineirao. Ah, OK, c'était pas comme. OK, c'est bon. OK. Mais oui, moi, je suis content. Messi, Lionel Messi, le joueur que je favorise depuis 10 ans, la planète foot. Enfin, il a son titre. Et comme Nicolas me mentionne, les joueurs qui sont en train d'émerger avec l'Argentine, il y a quoi qui s'est créé avec cette sélection-là. Donc, ça amène un 2022 aussi. C'est pas fini. Messi va être là. Donc, c'est encore possible. La sélection va monter en force. Ça va être intéressant de voir ça. Donc, pourquoi pas? On peut rêver, mettons, là, mais pour Messi, la sélection argentine. Là, pour les Argentins, c'est réglé. Hein. Là, pour les Argentins, 2022, c'est... c'est réglé, effectivement. Là... Non, mais c'est vrai que, comme le dit Benoît, il y a quelque chose qui s'est créé avec cette équipe, que ce soit sur le plan tactique, mais aussi sur le plan du groupe, le plan humain. Et franchement, on a souvent l'habitude de résumer, c'était le cas, c'est un peu des défauts de la presse. Par exemple, cette finale était résumée à un duel Messi-Neymar. Bon, voilà. Ça fait vendre du journal, du papier, c'est très bien, mais indépendamment de cela, le comportement de Messi sur cette Copa América est quand même assez particulier. Il n'a jamais semblé autant investi pour sa sélection. Il ne s'est jamais autant sacrifié, entre guillemets, dans le jeu en finale et à un moment où on le voit tacler quasiment à l'entrée de sa surface. Messi, voilà, c'est quand même incroyable. Il a été dans un engagement total, dans un don de soi total. Et forcément, là, 2022, maintenant qu'ils ont la Copa América, qu'ils ont mis fin à 28 ans de disette, et 2022... Même si la Copa, est-ce que même si c'est pas la Copa América, c'est pas la Coupe du Monde, est-ce qu'on peut maintenant mettre Messi devant Maradona? Oh là. Pas devant, mais Messi demeure, va être une légende du foot. Là, il vient de gagner un gros titre. Il lui manque ça. Il lui manque une Coupe du Monde. Maradona, il l'a fait quand même, la Coupe du Monde. Il l'a remporté. Et puis Maradona, c'est différent parce qu'il n'y a pas que la partie football. Il y a Caris, il y a toute l'histoire. Ouais, il y a beaucoup d'autres choses qui viennent s'ajouter. Personne n'arrivera, même si dans le futur, un Argentin fait gagner 4 Coupes du Monde, il n'arrivera jamais à la hauteur de Maradona. Moi, Danny, j'ai trouvé quand même les engagements, beaucoup de fautes lors de cette match-là. Je fais un petit retour au match. Là. J'ai trouvé l'arbitrage. Quel engagement des joueurs physiques. Accroche ça, fait tomber lui, fait tomber l'autre. Aucun espace de jeu. À un moment donné, le ballon, des petites passes rapides. Il fallait vraiment faire rapide parce que c'est incroyable comment est-ce que il y a un peu d'anti-jeu à travers ça. Là, je veux dire. C'est là qu'on voit que le soccer, on en a parlé, je ne sais pas si c'est avec toi, Nicolas, j'en avais parlé l'autre jour. Le soccer de l'Amérique du Sud et le soccer européen, c'est pas du tout le même soccer. Bon, l'accrochage, l'arbitrage aussi. L'arbitrage fait dur aussi. Même si l'arbitrage n'a pas été si mauvais que ça en finale. Hein. On a eu, franchement, parce qu'en Amérique du Sud, on subit souvent l'arbitrage, le VAR, etc. Ils savent, voilà. Nous, on a l'habitude de dire en rigolant que le VAR en Amérique du Sud, c'est comme si on donnait une tablette à un enfant. Hein. Il s'en sert tout le temps, mais jamais quand il faut. Et là, franchement, sur la finale, c'était bon. Après que ça soit engagé, c'est un Argentine-Brésil. Hein. Ils vont toujours se mettre dedans pendant 90 minutes. Nicolas, puisqu'on parle de Messi, oui. C'est pas évident, messieurs, d'être l'arbitre du match, mettons. C'est pas évident. Ça, c'est Canadien nordique, Yankees Red Sox fois 100. Si on parlait un peu du côté de Messi et Nicolas, tu le vois où? Mais, je vais ouvrir une parenthèse au Mercato. C'est le Mercato actuellement, c'est le joueur le plus courtisé. Il est avec FC Barcelone. Des rumeurs l'envoient avec Manchester City pour ensuite transférer un MLS à la fin de sa carrière. Est-ce que ça, c'est plausible ou tu le vois de retour avec le FC Barcelone? C'est une très bonne question. On voit passer beaucoup de choses sur l'état économique du Barça, qui ne peut même pas payer les salaires des joueurs qu'il vient de recruter. Qui doit dégraisser et au-delà de dégraisser pour éventuellement offrir un contrat à la hauteur de Messi. On sait qu'à côté, en fait, concrètement en Europe, il n'y a que 2 clubs qui peuvent. C'est City et c'est le PSG. Nous, on a forcément des rumeurs en France. Alors, c'est pareil, les rumeurs, tu ne sais jamais trop par qui elles sont alimentées. Qui l'annonce au PSG, ou en tout cas qui annonce que le PSG lui a offert un contrat.
On verra. Est-ce qu'il y a une possibilité de voir Messi partir à City pour ensuite arriver en MLS? J'ai envie de te dire, si on lui montre que c'est pour jouer au Yankee Stadium, jamais il vient. Oui, Ça, c'est c'est pour sûr, mettre ma c'est petite tellement... bâche à New York City. Ouais. C'est terrible ce que la MLS. Mais je pense qu'il n'y a pas un projet de stade actuellement. Pardon? Il n'y a pas un projet d'un nouveau stade à New Bah, il York. y a toujours. Il y a un projet de nouveau Ouais. stade pour New York City. De toute façon, il y Ouais. a un moment, il va falloir qu'ils partent de ce Ah truc-là. ouais, c'est ridicule. Là. Ouais. Donc, maintenant, oui, Benoît, vas-y, va. Moi, je pense que, oui, pour le dégraissage de Messi, je pense il va rester à Barça. Une carrière au Barça, moi, je trouve ça intéressant. On n'a plus ces profils de joueurs-là aussi longtemps, une carrière aussi longue. Et là, avec la victoire en Copa América, Messi va arriver très motivé, très positif. On va se souvenir des défaites à la Coupe du Monde, des défaites contre le Chili en Copa América. C'était très difficile, le retour des saisons. Là, ça va être intéressant de voir ça. Moi, je lui souhaite de rester à Barcelone. Danny, je voulais te parler tantôt. Nicolas, s'il voulait un peu parler de la Gold Cup, s'il était au courant. Oui. Est-ce que tu suis la Gold Cup un peu? Mais oui! Oui, OK. Le Canada, Ah oui, évidemment. oui. Là, moi, j'ai une petite montée de forcément. l'air en disant que c'est terrible qu'on n'a pas les matchs du Canada en télévision traditionnelle. Je trouve ça incroyable. Il faut aller en streaming puis payer pour avoir les matchs du Canada. Je trouve ça C'est vrai? inconcevable. Inconcevable que sur Ouais. One Soccer. Que ce soit des grosses compétitions. En grosse compétition, ça devrait être sur les chaînes principaux. Mais non, tu vois un peu comment le soccer. Marc, oui, Benoît? Ils ont donné un contrat à l'Association canadienne, la Fédération, Un site de streaming. à une chaîne One Soccer pour les matchs de l'équipe nationale. C'est très décevant pour le foot québécois, le foot canadien. C'est de ne pas voir notre équipe nationale rayonner un peu comme ça en Gold Cup. Il faut s'abonner sur le web. C'est fou, hein? On est encore là, nous, Nicolas, au Canada. Là. Mais en fait, je l'apprends parce que tu vois, par exemple, nous, on a eu beaucoup de débats en France pendant l'Euro parce qu'il y a une grande partie des matchs qui n'étaient pas diffusés en clair. Mais par contre, l'équipe de France, c'était soit sur TF1, soit sur M6, donc en clair à la télé. Et ça, l'équipe de France, tu la voyais. Ah oui, le Canada, ouais. Surtout qu'en plus, le Canada arrive avec de grosses ambitions à cette Gold Cup. Mais vous avez un peu le même débat, mais c'est pas mal moins là, en France avec les contrats de TV qui s'en vont sur Amazon, avec la chaîne, avec la Ligue. La Ligue française principale. Donc, on a un peu la même affaire. Rapidement, est-ce que c'est une bonne chose quand même en France? Comment c'est perçu? Moi, je me dis que le streaming en France, c'est correct, mais je veux dire, pas sûr que la personne de 70 ans, les personnes âgées vont se brancher sur Amazon. Bah, pour te dire, après, je peux parler de mon cas personnel, mais Ouais. je connais des gens comme ça. Moi, je sais que mon père, par exemple, n'y aura pas accès. Voilà, c'est aussi simple que ça. Tu parles de personnes de 70 ans. Voilà, mon père a 70 ans. Et indépendamment de l'âge, il y a quand même une grande partie des régions en France où tu n'as pas la connexion Internet qui te permet de regarder un match en streaming. Okay. C'est aussi simple que ça. Donc, tu vas exclure des gens, c'est une évidence. Et puis, il y a toujours ce réflexe, je ne sais pas si c'est franco-français, mais ce réflexe de regarder le match sur sa télé. Et tout le monde n'a pas une box, tout le monde n'a pas une télé connectée. Donc, oui, on va exclure des gens. Ouais, le web n'est jamais évident, là, selon l'endroit où tu te situes. Là. Mais je veux dire, je reviens à la Gold Cup. Nicolas, tu dis que Danny, tu disais que le Canada avait une belle vision. Quand on regarde le groupe, hier, une victoire contre la Martinique, on va jouer contre l'Haïti dans quelques jours. Ça devrait être un bon match. Haïti, quand même, une sélection intéressante. Ouais. Et par la suite, ça va être un match contre les États-Unis. Mais Nicolas, moi, j'étais surpris de voir ça. J'ai regardé l'alignement hier du Canada. Bon, Davis est blessé. Tu sais, on a Davis qui n'est pas là. Quel genre de blessure qu'il y a eu là? J'ai fouillé un peu sur le web. Les camps d'entraînement au Bayern, ça va commencer bientôt. Ouais, je pense que c'est plus ça. Hein. Ben, c'est ça. Je trouve ça dommage. C'est la même avec Jonathan David. Hein. Ben, c'est ça. Je trouve ça grave, moi, que les Euros, les Copa América, on arrive en Gold Cup. Ça me ramène au Canada avec la chaîne de télévision. Si on fait un global de tout ça, et là, on a 2 joueurs qui performent sur la planète foot, et les gars ne sont pas là. On va jouer contre des Américains. Je ne sais pas s'ils vont avoir leur sélection A vraiment. Les meilleurs joueurs seront-ils tous là? Je ne sais pas si c'est la même avec les États-Unis. Hein. Tu vois les entre guillemets grandes stars ou grandes vedettes qui jouent en Europe. Je pense à des joueurs comme Pulisic, par exemple, qui est peut-être le plus brillant actuellement. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Et ils ont mis une équipe composée essentiellement de joueurs qui évoluent en MLS. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de talent. Mais voilà, et pareil pour le Canada, il y a du talent. Par exemple, sur le match d'hier, Buchanan a été magnifique. Moi, je l'ai trouvé extraordinaire hier. De là, fait l'importance de faire un vrai tournoi et réunir les Amériques, mais ça, c'est ou alors que la CONCACAF fait plus de poids. C'est quand même scandaleux que la compétition continentale ne puisse pas accueillir les meilleurs joueurs, tout ça, parce que l'Europe a dit, bah non, ils ne viennent pas. Ouais. C'est scandaleux.
Ouais, Incroyable. Messieurs, merci beaucoup encore une fois. Nicolas, je te remercie beaucoup. Ça fut fort agréable, nos deux conversations pendant l'Euro. Je suis très content d'avoir eu un vrai journaliste. Ben, pas que les autres ne sont pas des vrais journalistes, mais un spécialiste vraiment qui venait de l'autre pays du continent pour parler un peu et nous faire vivre ce qui se passait là-bas. Donc, merci beaucoup pour les deux conversations. Probablement que l'an prochain, on va reprendre ça. On va garder contact pour l'an prochain pour la Coupe du monde de soccer. De temps en temps, parler avec Nicolas. Benoît, moi, je te remercie beaucoup, que ce soit avec toi, avec Nicolas ou encore avec Francis Millien, qui a été très, très bon aussi. Merci beaucoup. Nous, on va se parler aux 2 semaines, comme on le fait d'habitude, pour faire le tour de l'Europe et du soccer, même dans la région. Et nous, c'est ce qui m'a fait un petit peu à ces 4 semaines de soccer. Hey, en terminant, Nicolas, une question qui me vient vite à l'esprit. Le tournoi olympique, est-ce que la France aura une bonne équipe? Elle a déjà eu du mal à composer ses 23 parce qu'alors, tu vois, on parlait des clubs qui ne veulent pas libérer. Tu prends les joueurs qui sont sélectionnables par le sélectionneur. Il y en a plein qu'on ne verra pas. Hein. On parle par exemple de Camavinga et le club a refusé. Plein de clubs ont refusé. Donc, il a pris ce qu'il pouvait. On a une bonne équipe, mais on n'a pas forcément la meilleure équipe de cet âge-là pour y aller. Okay. Bon, messieurs. Gignac n'avait pas dit qu'il y allait, Gignac? Gignac et Thauvin y sont. Donc, il y a des représentants nord-américains. Et ça, c'est cool. OK. Messieurs, très intéressant. Merci beaucoup pour le plaisir de se parler. Merci. Salut. Voilà, donc c'est Nicolas Cougo de RMC et également Benoît Lavoie d'Espace Soccer.